La méditation présentée comme quelque chose de bon pour la santé, c'est une invention New Age occidentale des années 60-70 et d'un docteur américain qui était tombé amoureux de la méditation, il me semble que c'est du bouddhisme tibétain, et qui l'a dé-religiosifié, il l'a athéisé pour pouvoir faire méditer ses patients dans sa clinique avec vraiment la croyance derrière que la mindfulness, donc la présence d'esprit, cette espèce de méditation laïque, allait comme ça permettait d'augmenter comme ça la guérison physique et psychique des gens qu'il avait sous sa garde. C'est une idée vraiment qu'on retrouve sur les plateaux de télé en France, hein, fréquemment. On va avoir comme ça, en France, on a Christophe André, qui pareil, je crois, est psychiatre, ou en tout cas, bon, qui est docteur, et qui est un influenceur méditation, qui arrive, c'est un type pour le coup qui a l'air assez présent à lui-même, enfin j'ai rien à dire, il a l'air d'incarner ce qu'il prêche, et donc il prêche comme ça une forme de recentrement, de retour à l'instant présent via la méditation. Voilà, c'est quelque chose d'assez présent, c'est même devenu un mème, hein, c'est même devenu un gag, présenter des gens en posture du lotus, en train de méditer, et ça leur fait du bien, ils sont apaisés. Voilà, il y a cette espèce comme ça d'approche matérialiste de la méditation en mode bénéfice, bénéfice bien-être, et ma routine de méditation de 10 minutes, on a des applis de méditation, etc., etc. Euh, je dis ça sans, avec un ton un peu narquois, mais je veux dire, moi-même, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai démarré, même les raisons principales, hein, pour lesquelles j'ai démarré la méditation quand je m'y suis mis, quand c'est que je m'y suis mis. Il me semble que c'était il y a 7 ans, ouais, c'est ça, 7 ans que j'ai démarré la méditation. Je me dis que j'ai suffisamment de recul pour pouvoir en parler. Et après 7 ans de méditation, je ne sais pas, franchement, si méditer est une bonne chose, si c'est bon pour la santé, tant physique que mentale. Ça va être l'idée un peu originale que je vais développer dans ce podcast. Déjà, revenons aux bases de la méditation, qu'elles soient issues du bouddhisme tibétain, du bouddhisme zen ou d'autres formes de spiritualité. Tu remarqueras que dans le bouddhisme tibétain, dans le bouddhisme zen, il y a des monstres terrifiants qui sont représentés comme étant des états qu'on atteint par la méditation. Je pense notamment à Fudo-Myo, une espèce de démon qui a le visage figé dans deux expressions différentes, qui tient un fouet et une épée, et qui défonce comme ça les illusions du méditant. Enfin, il y a en gros beaucoup d'histoires dans ces traditions spirituelles de mort de l'ego, de moments où le méditant, justement, la méditante vit des expériences extrêmement difficiles, traumatisantes dans sa pratique de la méditation, si bien qu'aux États-Unis, il y a plusieurs associations qui ont été montées pour venir en aide aux gens qui se sont cramés avec la méditation, car il y en a un certain nombre, voilà, de gens qui ont été assidus dans la pratique. Alors des fois, ce genre d'incident peut arriver assez tôt dans la pratique de la méditation, sinon on va avoir des méditations qui ont, comme moi, 7 ans, voire plus 10 ans, et qui ont touché certains états desquels ils ne sont pas revenus. Il me semble que j'avais parlé dans un autre podcast de la Kundalini, quoique j'avais peut-être pas posté ce podcast. Comme quoi, tu vois, j'enregistre des podcasts que je poste pas toujours, mais la Kundalini, donc cette énergie fondamentale située dans le bassin, et qu'on peut faire remonter le long de sa colonne vertébrale, et les individus qui ont voulu faire ça à tout prix sans être prêts, psychologiquement, spirituellement et sur le plan énergétique, sont devenus zinzin, sont devenus fous. C'est en gros trop d'informations d'un coup. Imagine, t'as jamais bu d'alcool, quelqu'un te met un entonnoir dans la bouche et te verse une bouteille de vodka, il y a de bonnes chances que tu fasses un coma éthylique. Donc voilà, la méditation n'est pas sans danger. Et alors, mon témoignage, qu'est-ce que j'ai voulu quand j'y suis mis? J'étais attiré par beaucoup des promesses justement qu'on voyait, notamment moi j'avais lu le bouquin de John Yates, The Mind Illuminated. Donc en gros, je voulais bien plus de silence interne, de calme, de présence et de ce que les Japonais appellent Zanshin, donc de vigilance douce, l'esprit qui demeure Zanshin. Et donc, je me suis mis à méditer, alors avec une régularité franchement en dents de scie, hein. Déjà, quand j'ai commencé les sessions que je m'étais mises, c'était des longues assises, c'était trop long,
C'était inconfortable, ça me rendait fou. J'ai pas tenu très longtemps, donc j'ai fait des pauses jusqu'à finalement, eh bien, en écoutant différents podcasts, notamment le podcast de Huberman, de vulgarisation avancée, on va dire, des neurosciences. Je me suis créé mes propres routines, j'ai été plus indulgent avec moi-même, ce qui m'a permis de reprendre la pratique et de pouvoir avoir des effets, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette espèce d'idée de si tu es vraiment dans la voie du Jedi, tu médites sans attendre, c'est l'attente qui crée un bruit mental, qui refige l'ego, et c'est pas d'attente, tu t'assois, tu médites, peu importe l'outcome. Il y a du vrai là-dedans, mais si tu es là-dedans, tu peux quand même passer 20 ans à t'asseoir, à écouter ton monologue intérieur, tes pensées, et à te lever, et à pas avoir fini finalement vraiment progressé. Donc il y a aussi des hacks, on va dire, des techniques, des méthodes pour arriver plus ou moins rapidement, encore une fois, c'est une métrique très occidentale, certes, à certains états internes. Donc voilà, bon gré mal gré, eh bien je suis arrivé à ressentir ce que j'étais venu chercher, à trouver ce que j'étais venu chercher. Mais avec 7 ans de recul, force est de constater que je ne sais pas si c'est une bonne chose en soi. Oui, la méditation peut t'apporter une forme de connexion à toi, à l'instant, à ton corps, surtout à tes sens, au mode de perception sensorielle, de silence interne. Le problème, c'est que la société humaine est optimisée et pensée pour le bruit, pas pour le signal. Voilà. J'avais déjà ce problème, on va dire ce design latent depuis tout petit, c'est-à-dire que je favorise l'intimité, j'aime bien les conversations qui vont deep, j'aime bien quand on peut se regarder dans les yeux et juste se sourire et savourer cette présence-là sans être obligé de la désamorcer avec une blague, même si j'ai aussi mes moments où l'intimité c'est trop pour moi et j'ai besoin de faire une blague pour désamorcer. Mais en gros, je trouvais déjà que la société humaine était, on va dire, un peu trop orientée vers le bruit et pas assez pour le signal. Voilà, on se noie dans des activités, dans des rituels, c'est ce qui fait que déjà, avant même d'avoir une pratique solide de la méditation, je ne me rendais plus, par exemple, dans des soirées pour mater les matchs de Coupe du Monde. Je te donne un exemple trivial, mais déjà, j'aime pas le foot, c'est pas le sport que je suis, c'est pas le sport que j'aime. Mais en plus de ça, ça me rendait franchement dingue de voir des gens qui n'en ont rien à faire du foot 4 ans d'affilée et qui là, d'un coup, font semblant comme ça pour rentrer dans cette espèce de jeu de nationalisme autorisé en mangeant des Monster Munch et en buvant des bières, se mettre d'un coup à s'intéresser au foot. J'arrivais pas à communier dans ces événements. Je me souviens d'ailleurs, c'était la finale de quoi, 2018, peu avant que je me mette à méditer justement. Ma copine de l'époque qui avait fait l'effort comme ça de mater le match de foot toute seule à télé, la pauvre. Elle avait trop longtemps hésité à rejoindre ses amis qui mataient le match chez eux. Et finalement, c'était trop tard et donc parce que les transports, tout ça a été fermé, enfin c'était complètement blindé vu que je crois que c'est l'année où la France a regagné la Coupe du Monde et donc elle était comme ça devant la télé à essayer de s'intéresser au match de foot et moi j'étais sur le lit avec des boules caisses en train de lire un livre. Voilà, j'en avais vraiment rien à foutre du foot et c'est toujours le cas et donc plus tu médites, plus tu vois, on va dire, l'ensemble de l'expérience humaine comme ça, c'est-à-dire des sortes de rituels comme ça, de jeux pensés pour ne surtout pas se découvrir, ne surtout pas être présent. Et donc la méditation, une présence accrue à soi-même, amène une forme d'aliénation, amène une forme de solitude. Ça m'a touché l'autre jour, j'écoutais une interview de Rudy Koya, un entrepreneur bodybuilder, enfin ex-bodybuilder, en tout cas dans le monde de la musculation. Donc en gros, un beau gosse ultra riche, ultra musclé, qui disait qu'il avait du mal à trouver une compagne. Et oui, il est tellement, on va dire, efficace, indépendant, il se suffit tellement à lui-même que pour avoir une nana qui l'émoustille un peu, lui donne envie comme ça de s'intéresser, de faire autre chose que rené son business, eh bien, il faut qu'elle ait un sacré niveau. Et il était là, je constate que, étant donné que je suis attractif pour les femmes, elles mentent un peu en début de relation, elles font croire qu'elles sont comme moi, qu'elles partagent mon lifestyle et tout, mais en vrai de vrai, c'est pas le cas. Et donc voilà, il en est arrivé à un point où il dit, j'ai ce problème, et d'autres amis, entrepreneurs à succès, multimillionnaires, ont ce problème, on a du mal à trouver une femme. On pourrait trouver le paradoxe complètement dingue. Je veux dire, le mec a bâti une carrière basée sur la beauté physique, l'athlétisme, et pour ça, il a été rétribué à millions. On pourrait se dire comment ça, il n'arrive pas à trouver une femme. C'était le même problème qu'avait eu Charlize Theron, où elle disait
j'ai du mal à trouver un mec. Oui, bah quand t'es Charlize Theron, en effet, des mecs qui te veulent, il y en a plein, mais des mecs qui t'intéressent, il y en a peut-être pas tant que ça. Voilà, c'est une métaphore. On dirait presque de manière inconsciente, je fais passer la méditation comme être millionnaire ou autre Charlize Theron. Non, voilà, je voulais juste donner mon témoignage sur la méditation. C'est une voie que je continue de loin en loin de suivre, c'est-à-dire à mon rythme, sans rigueur excessive, parce que j'aime quand même, et ça a servi mon travail d'écrivain de justement avoir cette pratique de la méditation. Mais je sais pas si je la conseille forcément. Voilà. Comme le sport d'ailleurs, hein, je veux dire, le sport, il faut faire un minimum de sport pour être en bonne santé et pas avoir de réduire ses chances de mortalité sur certaines métriques. Passer un certain point, on devient addict au sport et la vie devient difficile. Bah, typiquement, pour les gens qui sont comme Rudy Koya, qui optimisent leur diète, leur entraînement à mort, bah tu peux plus te faire de sorties sociales parce que bah voilà, boire un mojito et manger un magret de canard, ça risque de flinguer comme ça ta silhouette. Donc la vie devient difficile pour toi. En gros, quand tu commences à toucher un peu, on va dire du doigt les bénéfices d'une discipline, forcément ça devient sérieux et forcément ben la vie, on va dire collective, est pas pensée pour ce sérieux, pour cette poursuite. Et c'est le cas pour la méditation. Est-ce que ça m'a servi dans mon activité d'auteur? Oui, profondément. Franchement, ça augmente ta capacité de concentration, ça augmente également ta capacité justement à faire un peu le vide intérieurement. Et quand tu fais le vide intérieurement, ben tu peux plus te laisser emplir par l'environnement, repérer des signaux faibles, des détails, et ça ajoute de la nuance à ton regard. Donc c'est une bonne chose pour un écrivain, mais d'ailleurs, être un écrivain est peut-être pas une bonne chose sur le plan social, parce que bah, c'est justement, être écrivain, c'est prêter attention aux détails, et l'expérience humaine est optimisée pour eh bien prêter attention, on va dire, au grand tableau général, et encore, c'est au grand tableau général dont le cadre est délimité parce qu'on t'a dit qu'il serait, voilà, c'est une vision, on va dire, réductrice. On est dans la réduction et la symbolique, là où la méditation peut-être, ou l'écriture peut t'amener à l'expansion. Voilà, sache-le avant de se lancer. Je me permets de faire ce podcast un peu long parce que je pense qu'il est important. Jouer comporte des risques. Enfin, en tout cas, voilà, on ne sait jamais quand on se met en chemin vers un but dans une activité, comment, à quel point cette activité va nous modifier. Et finalement, le jour où on aura atteint ce but, on aura obtenu la chose qu'on cherchait, on sera plus la même personne. Voilà. Et ça, on peut pas le savoir quand on se lance. Et donc, c'est forcément se lancer un peu dans l'inconnu. Donc, je te dis pas, sache-le avant de te lancer, mais peut-être, quel que soit le projet dans lequel tu as envie de te lancer, pose-toi en tout cas la question de qu'est-ce que ça pourrait impliquer. Par exemple, d'avoir plus de silence interne, plus de présence. Mais bon, par définition, peut-être que si tu as besoin de plus de silence et plus de présence et que tu sais pas exactement comment ça ferait, mais que tu pressens que ça serait bon, et donc que tu n'as pas les éléments pour répondre. Voilà, c'est extrêmement épineux. Et eh bien, je ne sais pas qui peut trancher pour toi. J'allais dire, pouvons-nous nous-mêmes trancher, mais y a-t-il un nous-mêmes? Y a-t-il un libre arbitre? Bref, j'avais envie aussi de finir ce podcast comme ça sur une petite touche de troll métaphysique et eh bien que la réponse te trouve si tu la cherches. Je te dis à demain pour le prochain podcast que j'espère maintenir sous la barre des 10 minutes. Là, je crois que j'ai battu les records de la chaîne. Et comme d'habitude, prends soin de toi.